Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. La première table ronde de Geekorama 5e édition va débuter dans quelques instants. À mes côtés, Stéphane Duval, éditeur Les Arts Noirs, et Vincent Zuzugowski, traducteur de japonais en français, donc traduit les mangas. Alors, entre autres. Entre autres choses. Alors, on va démarrer ces échanges avec Nicolas Blin, le président de l'association Summer Geeks qui organise ce superbe festival Geekorama. Attention. Eh oui, n'en jetez plus. Non, jetez plus, la coupe est pleine. Alors, comme on disait tout à l'heure, cette table ronde aura pour sujet le manga. Très étonnant, vous allez me dire, pour une édition qui est vraiment centrée sur le Japon. Mais on voulait, avec les membres de l'association, parler davantage de ce qu'on ne parle pas suffisamment, plutôt que ce qui est mis dans la lumière. C'est-à-dire que vous avez vos auteurs préférés, vous avez vos scénaristes préférés, c'est ce que vous avez entre les mains. Mais avant que ça arrive entre vos mains, les livres, eh ben, y a pas mal de choses qui se passent, ce qu'on appelle la chaîne du livre. Et dans cette chaîne du livre, nous avons l'éditeur. Et donc nous avons la chance d'avoir Stéphane Duval qui va nous parler un petit peu de ce métier pas si simple. Et Vincent qui lui aussi se retrouve à devoir tirer la substantifique moelle d'un texte qu'il n'a pas lui-même écrit. Voilà. Donc, on va commencer avec toi. On est déjà sur la traduction. On commence avec Vincent. Alors oui, comment est-ce qu'on devient traducteur de manga? Comment on devient traducteur? Un peu par hasard. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé la traduction de manga. J'étais étudiant en japonais à l'INALCO à Paris, donc l'Institut des langues et civilisations orientales. Et j'ai rencontré un autre étudiant qui était franco-japonais, qui faisait lui-même de la traduction. Et un jour, en discutant, il m'a expliqué qu'il travaillait sur une série de mangas qui lui plaisait pas du tout. Et moi, quand il m'a dit le titre, je lui ai dit mais moi je suis un grand fan. Et du coup, il m'a présenté à l'éditeur, qui était Glénat à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai commencé la traduction de manga. Et du coup, le premier manga, du coup, c'était lequel? Le premier manga, c'était Bastard. Donc une série d'heroic fantasy, qui a commencé comme une série d'heroic fantasy qui a un peu mal tourné sur la fin. Avec des personnages, avec des bêtes à cornes et beaucoup de personnages qui n'aimaient pas trop les vêtements. Voilà, beaucoup de personnages féminins qui avaient un problème d'allergie aux vêtements, au tissu, effectivement. Très fréquent dans les personnages manga, dans certains mangas. Alors, justement, quelle est la place d'un traducteur dans la chaîne du livre? Alors généralement, le traducteur arrive quand l'éditeur a déjà choisi un titre et qui décide de le confier à tel ou tel traducteur. Et de temps en temps, on peut être aussi éventuellement apporter un projet. C'est-à-dire dire, voilà, il y a telle série qui me plaît bien, la présenter à l'éditeur et que l'éditeur soit suffisamment intéressé pour récupérer les droits et décider de la publier en français. C'est quelque chose que j'ai fait aussi un peu sur des titres, par exemple, comme GTO, comme Lovina, que j'avais présenté à Pika à l'époque, en disant que ça me paraissait intéressant. Et il t'en remercie, je crois. J'espère. Mais voilà, ça peut être aussi dans ce sens-là. Ok. Donc, tu parlais d'éditeur. Nous en avons un à côté de nous. Donc, les origines du Lézard Noir, comment est-ce que ça a démarré tout ça? Ça a démarré après une rencontre avec un de mes auteurs fétiches qui s'appelle Suehiro Maruo. J'étais chez lui, on a échangé, et puis en revenant en France, je me suis dit, c'était en 2003-2004, qu'il fallait que je l'édite. Ce n'était pas fait, et donc je ne connaissais pas du tout le métier d'édition, je ne lisais pas de manga non plus. Et voilà, je suis parti bille en tête, sans connaître ni l'environnement, ni la chaîne du livre, ni quoi que ce soit. Ouais.
Et du coup, le lézard noir, pourquoi cette appellation? Alors le nom, en fait, le lézard noir, c'est le titre d'un roman d'Edogawa Rampo, qui est le père du roman noir japonais et de l'éroguro en littérature, l'érotique grotesque. Mario était très influencé par Rampo. Et donc le lézard noir synthétisait en fait mon centre d'intérêt pour une forme de romantisme, de romantisme noir ou de japonisme noir, avec comme figure tutélaire les films de Fukasaku, l'écrivain Mishima, Mario, le cinéma de Terayama, toutes ces choses-là. En fait, c'est la culture japonaise dans son ensemble. C'était t'a plutôt amené la au manga. culture japonaise underground. La culture japonaise classique, vernaculaire, m'intéresse pas vraiment en fait. Ok. Non, c'est justement ma porte d'entrée a uniquement été par l'underground. Du coup, effectivement, ce que tu édites est un peu particulier par rapport au reste je dirais, de l'édition en France. C'est un peu plus. On n'est pas dans le mainstream. C'est clair. On n'est pas. Effectivement, les propositions du lézard noir. C'est pas. Il y a plusieurs types de propositions en fait. Il y a une proposition des débuts qui était effectivement pas du tout mainstream, où on a fait des livres de photos de bondage japonais, des livres de Mario. Et au bout de 3-4 ans, j'ai découvert le manga à force d'aller au Japon et en ayant envie d'étoffer mon catalogue. Et là, j'ai découvert des mangas beaucoup plus centrés autour de la critique sociale, des rapports humains. Et ça m'a plutôt intéressé. Donc on a fait d'abord une première rupture dans le catalogue avec l'arrivée du Vagabond de Tokyo, qui racontait les déboires d'un loser en pleine explosion de la bulle économique au Japon dans les années 80. Et après, le catalogue s'est développé un peu. Donc évidemment, il n'est pas mainstream, mais il est à cheval entre le pointu et le mainstream, puisqu'on a quand même des titres un petit peu plus populaires depuis quelques années, comme La Cantine de Minuit, Shisakobe. Et qui ont été d'ailleurs reconnus par la profession, puisque tu as récupéré plusieurs prix à Angoulême, si, oui, si c'est je vrai. ne me trompe pas. Ouais. Donc il y a une vraie reconnaissance finalement du travail. Il y a une reconnaissance pour l'intérêt pour une bande dessinée. Moi, je disais, d'ailleurs, j'avais tendance à pas dire que je faisais du manga au début, parce que il y a encore quelques années, c'était très péjoratif. Alors les digues ont sauté. Et les digues ont sauté grâce à des éditeurs comme Cornelius, IMHO, Ego Comics et nous-mêmes, où on a pu présenter auprès d'un public un peu plus, peut-être CSP+, plus âgé, des titres qui n'étaient pas exploités par les majors du manga. Et de montrer que cette bande dessinée en fait était beaucoup plus variée que l'image d'Épinal véhiculée par le Club Dorothée et tous les successeurs du Club Dorothée. Et voilà, donc c'est vrai qu'avec ces éditeurs, on a proposé des titres différents, on les a packagés également différents, parce qu'en fait on dit qu'on est éditeur, mais on est plus des publishers. Donc on achète des droits, on les traduit et donc on les présente d'une certaine forme. Et on connaît notre public et donc on a su peut-être présenter ces livres et les mettre dans les bibliothèques au même titre que les grands noms de la bande dessinée américaine ou franco-belge. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ces titres ont été plus repérés par la critique et ont pu obtenir des prix. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui me disaient, avec qui, quand je discutais manga et autres, me disaient « Ah non, moi je lis pas des mangas, je lis des titres du Lézard Noir ». Oui, c'est vrai, il y a des libraires qui me disaient ça aussi. Ouais. Les gens veulent du Lézard Noir. Ouais. Ou du Cornelius. Oui, il y a une partie du public qui est à la recherche de ça, parce que c'est vrai. Après, est-ce que c'est... Après, c'est très flou, c'est de plus en plus flou. J'aurais pu faire des titres qui sont chez des gros éditeurs, et des gros éditeurs auraient pu aussi faire ces titres-là. Donc, peut-être que les gros éditeurs se sont lézardisés quelque part sur certains points. Ne serait-ce déjà par rapport au format. Se lézardisent sur le format, l'explosion du perfect, enfin du pseudo-perfect, parce que pour moi, ce ne sont pas vraiment des perfects, puisque les papiers ne sont pas toujours plutôt chics. Enfin, on ne va pas citer de nom d'éditeurs, mais il y a des éditeurs qui essayent de faire du Cornelius ou autre, et qui ne savent pas fabriquer de la même manière, parce qu'ils sont dans une logique économique qui n'est pas indépendante, et donc... le contrôleur de gestion dit attention, ce papier-là, c'est pas possible, ce truc, c'est pas possible.
Donc oui, ils se sont lézardisés ou cornélusisés ou autres. Mais moi, j'essaye aussi de tendre vers les gros éditeurs. Là, on lance une collection en petit format. J'ai pas de honte à me positionner aussi sur du petit format et essayer de prendre les codes de mes collègues. Et forcément essayer de faire avec la patte lézard noir. C'est-à-dire Avec la patte lézard noir, parce que il y a aussi ce choix du papier, d'essayer de se différencier. On est dans un mass market où il y a énormément de titres qui sortent, et aujourd'hui encore plus, parce que déboulent sur les tables tous les achats de mes collègues qui ont été faits avec l'argent du confinement et du pass culture. Et donc on se retrouve avec une proposition qui est presque trop grosse par rapport au contenu, au contenant. au contenant, oui, Mm. parce que c'est Donc quand il même- faut se différencier en proposant des titres toujours à la marge et de faire en sorte que la fabrication soit impeccable pour au moins déclencher l'envie d'achat, puisque en fait énormément de titres sont valables. bah, Et que sachant qu'on a combien l'impulsion d'achat se fait sur du détail des fois. sur des belles couvertures, sur Oui, un Sur- grammage de papier, oui. sur le choix des traducteurs aussi, puisque nous, on a eu tendance à mettre en avant nos traducteurs. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Miyako Slocombe, que j'ai connue quand elle était plus jeune via son père. Elle a commencé sa carrière en même temps que moi, enfin on a travaillé ensemble au début, et donc j'ai eu tendance à la mettre en avant, à faire en sorte que le nom soit sur le quatrième de couverture, sur le devant. Quand j'avais une remise de prix ou autre, si elle pouvait être là, je l'accompagnais pour montrer justement ce travail de l'ombre en fait. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que quand elle a eu le prix Konishi de la meilleure traduction de manga, pour l'instant, dans toutes les personnes qui ont eu le prix Konishi, c'est la seule où elle a vraiment été mise en avant, elle, et pas le titre pour lequel elle avait eu le prix Konishi. Alors que les autres qui est une vraie révolution parce qui est que qui est une vraie révolution, alors que les autres traducteurs qui ont eu le prix Konishi, ce qui a été mis en avant, c'était plus la série pour laquelle ils recevaient le prix que eux-mêmes. Donc c'est ce qui paraît assez incongru. Mais justement, concernant par rapport au métier de traducteur, parce qu'on sait, on a une communauté manga et c'est encore plus vrai, enfin oui, actuellement avec les réseaux sociaux et tout, on sait que la communauté manga a tendance à vouloir être de plus en plus pointue concernant la traduction, à venir titiller. Est-ce que tu ressens, en tant que traducteur, tu ne ressens pas une véritable pression, peut-être positive, mais peut-être négative, concernant ton travail finalement? C'est une pression qui a toujours existé parce que même à la fin des années 90, début des années 2000, les réseaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux comme il y avait aujourd'hui. Il y avait les forums de discussion sur Internet où il y avait un forum qui s'appelait fr.animé. Je sais plus comment le reste, sur lequel il y avait des gens qui étaient déjà japonisants et qui pointaient du doigt les incohérences de traduction, les problèmes de traduction ici ou là. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est vrai j'avais tendance à dire à l'époque, le public manga est comme le public SF. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont capables de lire dans la langue d'origine et qui du coup vont aller pointer du doigt ce qui va, ce qui ne va pas. Parfois à bon escient, parfois à mauvais escient. Je me souviens d'un débat qu'il y avait eu entre autres pour un manga où il y avait une allusion en japonais qui avait été gommée dans la traduction parce que l'allusion dans la version originale pouvait passer pour pédophile et déjà à l'époque ça posait problème. Et du coup l'éditeur français avait dit non, moi je veux le gommer. Lisser cette proposition. Je veux lisser le truc, je veux pas avoir de problème derrière. Et il y avait des fans qui étaient arrivés en disant oui mais c'est pas normal, c'est pas du tout ce qui est en japonais, c'est pas du tout... Donc c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est plus vrai aujourd'hui parce qu'on a plus de monde qui parle japonais en France. Moi, quand j'ai commencé la traduction, donc en 96, on était une dizaine de traducteurs à faire de la traduction de manga, une dizaine de personnes à faire de la traduction de manga. Il y avait des gens, alors déjà à l'époque, comme Thibaut Desbief, comme Sylvain Chollet,
avec qui on était en fait, on était à la fac ensemble. On voyait effectivement sur certains titres, c'était vraiment, il y avait presque des habitudes d'écriture. On voyait qui était. Et aujourd'hui, on est, je pense qu'il y a 40, 50 personnes qui font de la traduction de manga en France. Alors c'est toujours pas forcément énorme, mais par rapport au début, il y a 5 fois plus de gens. Ouais. Donc, Je rebondis justement sur ce que tu viens de dire, parce que c'est très important, l'importance de la traduction, également peut-être en direction du public qui peut être visé par l'auteur au départ. Je pose la question à vous deux. Un traducteur et son éditeur doivent-ils à tout prix respecter l'auteur selon vous, ou doivent-ils parfois le trahir pour mieux faire accepter ou comprendre certains passages, certains dialogues, certaines histoires à un public qui n'est pas forcément féru de culture japonaise ou qui ne connaît pas forcément le japonais? alors, je vais répondre en 2 temps. Si on peut passer sur le slide suivant, celui... alors après, encore, celui-là. Alors là, c'est un problème que j'avais eu sur une traduction, c'est GTO. Et le texte à côté, c'est le français approximatif parce que c'est le problème de traduction. Donc ça, c'est l'édition japonaise de GTO. C'est la version originale. Et dans la version originale, on a ce personnage qui dit cette phrase « Ton père est de l'éprouvette au frigorigène ». Et on s'était posé la question avec l'éditeur qui était le responsable éditorial de Pika à l'époque, de dire, voilà, est-ce qu'on fait une note pour dire en français dans le texte, ou est-ce qu'on fait une phrase qui soit du français, du vrai français? Donc au final, la phrase a été réécrite. Donc oui, il faut respecter l'auteur d'origine. Après, il y a des situations où là, en fait, en voyant le bouquin lettré, Pierre Valls, qui était chez Pika à l'époque, avait dit non, en fait, on ne peut pas laisser cette phrase-là qui veut rien dire au milieu de l'édition française. Moi, j'ai cet exemple-là. J'ai l'exemple de Gen d'Hiroshima, où il y a un dessin où on voit Albert Einstein travailler sur le projet Manhattan, donc la bombe atomique, sauf qu'il n'a jamais travaillé sur le projet Manhattan. Et du coup, la question s'était posée avec l'éditeur de l'époque de qu'est-ce qu'on fait. Et en fait, on a fait une note pour dire, voilà, dans le dessin, on a Einstein, mais en réalité, il n'était pas là. C'est une erreur de l'auteur. Et donc, après, il y a d'autres, on pourrait prendre d'autres exemples. Il y a la Rose de Versailles qui se passe au temps de la Révolution. Et pour autant, l'héroïne, Oscar en français, escalade un bâtiment haussmannien, va faire un tour dans le 11e arrondissement de Paris, bouscule une poubelle en cavalant dans Paris. Donc, nous, évidemment, ça nous choque. Les Japonais, ça ne les choque pas. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on fait? Et pour l'instant, les choix éditoriaux qui ont été faits, ça a été de dire, on fait comme si de rien n'était, et puis on traduit, on le publie tel quel, parce qu'on ne va pas non plus redessiner toutes les pages qui se passent à Paris dans les 10 Oscars. Je me souviens, il y a un moment donné où Marie-Antoinette va à l'opéra, et elle va, au lieu d'aller à l'opéra du Palais Royal, elle va à l'Opéra Garnier. Donc, voilà, ça voudrait dire redessiner quasiment un tiers du manga, et c'est pas possible. Et puis, au final, au niveau du public, combien de personnes vont véritablement se rendre compte de cette approximation? Voilà, il y a ça aussi. C'est combien de lecteurs vont après dire mais non, mais c'est n'importe quoi, ça colle pas du tout. Et donc au final, après le titre est publié en français en connaissance de cause. Donc Et est-ce que justement, si jamais à un moment donné il n'y a pas de la friture sur la ligne, mais en tout cas il y a quelque chose qui clairement cloche, est-ce que en tant qu'éditeur tu dois en référer systématiquement auprès des ayants droit japonais, ou est-ce que tu prends des libertés, tu vois avec l'auteur? Comment ça se passe dans ce genre de cas? Moi, j'ai tendance à faire confiance à mes traducteurs. Depuis peu, on utilise parfois des adaptateurs. On fait de plus en plus appel à des correcteurs, relecteurs qui peuvent faire des propositions sur certains traducteurs. Surtout sur des double textes travail, complexes. finalement. Il y a un double travail. Et après, il y a
Chez nous, il y a d'abord une relecture par un traducteur. Alors, en fonction du traducteur, le correcteur peut faire juste une correction orthotypo, soit une correction plus poussée en faisant des propositions. Et ensuite, il y a une autre relecture chez moi par Asako, avec qui je travaille, qui reprend le texte japonais et qui là va tout repointer s'il y a un problème avec un nom de poisson, de plat, de machin, si le nom d'un personnage a été mal compris par rapport au kanji, et ça peut arriver très facilement. C'est pas le traducteur parfait n'existe pas, ils sont pas nés au Japon. Comment ça, Google ne suffit pas? Non, Google ne suffit pas, mais DeepL commence à être de plus en plus performant aujourd'hui. Donc ça, on pourra aussi en parler de l'arrivée de l'IA dans la traduction. Donc nous, on a plutôt tendance à faire confiance à nos traducteurs. Après, j'accepte qu'un traducteur sorte du texte, parce qu'on n'a pas le choix. Quand on a fait Stop Ibarikun, Aurélien Estager est obligé de sortir du texte, parce que les références datées des années 80, sur des gags et des jeux de mots japonais des années 80, avec des références avec des chanteurs ou des acteurs des années 80 japonais. Donc oui, il valait mieux mettre les Shadok et Kyodo de pied plus que dans la traduction. Donc moi j'accepte qu'ils sortent du texte. D'ailleurs, quand on disait par rapport au texte, il arrive aussi que le texte japonais soit mal écrit des fois. Et donc on est obligé de l'adapter. Donc des fois le correcteur va dire là j'ai rien compris ici. Quand Asako reprend le truc, elle dit oui mais c'est ce qui est écrit, la traduction n'est pas fausse. Donc on essaye de voir comment réenchaîner les pages ou pages et demie ou 3 pages pour faire en sorte que ça garde un sens quand même. Et là, éventuellement, on peut demander à l'auteur ou à l'éditeur japonais, là on n'a rien compris, pourquoi il a mis ça, mais c'est compliqué. Mais ça demande un travail que tous les éditeurs ne peuvent pas... Par rapport aux références, sur GTO, c'est pareil. GTO, c'est blindé de références. Donc, à l'époque, le choix qui avait été fait par l'éditeur, c'était de mettre un lexique. Donc, on avait une explication de, voilà, tel personnage, là, il parle de telle personne, c'était le Johnny Hallyday japonais. Et on avait préféré faire ça plutôt que d'adapter en mettant ah ouais, mais je suis un grand fan de Johnny. Parce qu'on se disait, en français, ça passe pas, quoi. Ça peut être compliqué, effectivement. Mais le choix possiblement entre le lexique ou les notes de bas de page, parce que c'est vrai que la fluidité de lecture, elle est peut-être pas forcément tout à fait la même. Les notes de bas de page, c'est vrai que que ce soit le lexique ou les notes de bas de page, effectivement, on n'a pas la même fluidité de lecture. Et après, c'est vrai qu'il y a des mangas humoristiques qui vont jouer beaucoup sur des jeux de mots, sur des choses comme ça, où il y a des éditeurs effectivement qui vont faire le choix, qui vont dire c'est du Yonkoma, donc c'est de la BD en 4 cases. Il y a un gag en japonais, il faut qu'il y ait un gag en français, parce qu'on ne va pas traduire en français littéralement, et puis mettre une note à la fin pour dire au fait, ici il y a un gag. En fait, c'était drôle, voilà. Après, il y a des choses sur le slide d'avant, sur le précédent. Voilà, dans les difficultés de traduction, il y a le gag illustré, où là, on explique à Onizuka qu'une de ses élèves a été traumatisée. Donc un traumatisme en japonais, c'est Torauma, qui peut se comprendre aussi Tora, le tigre, et Uma, le cheval. Et donc lui, il s'imagine ce superbe cheval avec une tête de tigre. Et ce que j'expliquais à Stéphane, c'est que moi, quand j'ai fait la traduction, je suis tombé là-dessus et j'ai dit mais il est gentil l'auteur, mais je fais quoi moi? Et c'est vrai que pour le coup, j'ai été ravi qu'on ait fait le choix du lexique, parce que ça m'a permis de faire une note en disant voilà, là il y a un gag. Là, il n'y a pas le choix, il faut faire la note de bas de page. Là. Voilà. Et pour l'anecdote, connaissant les gens qui ont fait le sous-titrage du dessin animé, eux aussi n'ont pas eu d'autre choix que de faire ce qui se fait jamais en sous-titrage, à savoir une note de haut d'écran, pour le coup, pour expliquer le gag aux spectateurs. Qui visuellement gâche un petit peu la fête, on va dire. Mais bon, après, quand c'est nécessaire, c'est comme ça. Et tout cela, parce que, bon, le travail de traduction, on peut imaginer que ça prend quand même un certain temps. Au final, et si en plus derrière il y a encore un travail supplémentaire de recorrection, il faut
le laps de temps finalement entre le moment où, où il y a eu le go pour dire on va développer ce livre-là et le moment où il arrive sur les étals d'un libraire en moyenne, il est de combien? Alors, 18 mois peut-être, si on peut aller plus vite, hein, mais à partir du moment où on a acheté les droits, il va falloir attendre peut-être un mois avant d'avoir les fichiers. Le traducteur, il aurait fallu le booker longtemps en avance parce qu'aujourd'hui ils sont quand même assez demandés. Et donc certains ont, plus ils ont emmagasiné des séries, plus ça devient dur pour les traducteurs les plus demandés. Donc on peut attendre encore 3 mois à 6 mois pour un texte, si on veut absolument tel traducteur pour telle série. Et après, toute la commercialisation dans la chaîne du livre, de toute façon, à partir du moment où on annonce un livre à notre distributeur, il y a un gap de 5 mois entre l'annonce. Donc, et pour ça, quand on l'annonce, il faut déjà avoir la couverture, donc pouvoir bosser. Donc moi, je dirais minimum 12 mois et 18 mois, c'est le plus simple. Du coup, je pensais à une chose, une traduction qui aurait été faite il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. Est-ce qu'elle a nécessairement besoin d'être réadaptée s'il y a une réédition d'un manga? Est-ce que par rapport Nous, on les reprend toutes. Oui, par rapport à l'actualité, notamment, ce qui évolue, par rapport à la l'actualité, société qui le évolue. traducteur lui-même a évolué. Ne redirait pas cette phrase de cette manière-là, parce que quand quelqu'un a traduit, là on reprend des Mario avec Miyako, les premiers Mario, elle les a traduits, elle avait 20 ans, aujourd'hui elle a 40 ans, donc évidemment elle n'a pas le même regard, le même recul, peut-être qu'elle tourne ses phrases différemment, qu'elle va se dire, bah, là ça va être plus fluide en faisant ça, donc on reprend. Ouais. Mais même en tant que traducteur, je pense que si on me demandait de relire les traductions que j'ai pu faire, par exemple sur tout à l'heure on parlait de Bastard, ou même sur GTO sur la première traduction, je pense qu'il y a des choses que je reprendrais effectivement. Après, je dis assez facilement quand je travaille en traduction, il y a un moment donné où j'arrête de relire ce que j'ai écrit. Parce que à chaque fois, je repasse, je me dis, mais là, je pourrais le dire mieux, je pourrais le refaire mieux. Donc, si on me demandait de reprendre les traductions que j'ai faites, je pense qu'il faudrait compter 18 mois juste pour mes corrections. On devient de plus en plus perfectionniste en vieillissant. Voilà, et puis il y a beaucoup de choses, je pense, des choses que je me suis autorisé à l'époque, où aujourd'hui, je me dirais, bah non, finalement, c'est daté, finalement, c'est dur. C'est pas fluide au niveau de la lecture, donc non, je préfère le retravailler, le réécrire, le reprendre. Donc Et sur certains titres, parce qu'il y a potentiellement des œuvres que toi tu as traduites à un moment donné, et puis finalement l'éditeur, pour des raisons X ou Y, tu vas avoir un autre traducteur qui va repasser derrière pour une nouvelle réédition. Est-ce que malgré tout, il y a une forme de passage de relais entre les deux? Il y a une discussion qui s'installe ou c'est vraiment c'est chacun dans son coin et Alors, sans que ce soit forcément chacun dans son coin, je peux prendre l'exemple de Blam, que j'avais traduit pour Glénat pour la première édition. Quand ils ont fait la nouvelle édition, je les ai contactés en leur disant Alors d'abord, je l'ai découvert dans la presse. C'est très délicat, très élégant. C'était réédité. Et quand je leur ai dit, mais c'est ma traduction que vous reprenez ou on m'a dit non, c'est une nouvelle traduction. Alors j'ai vu effectivement que c'était une nouvelle traduction et j'ai eu aucun contact avec le nouveau traducteur. C'est difficile de contacter Monsieur Glénat, il est aux Bahamas, il me semble. C'est peut-être le téléphone, il y a un petit souci. Oui, il n'est pas facilement joignable. Toute autre chose maintenant, la fameuse gestion du public que vous pouvez avoir, notamment sur les réseaux sociaux, avec les critiques qui peuvent être faites sur ces réseaux sociaux ou dans la presse. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous abordez la chose en tant qu'éditeur? Non, mais ouais, j'essaye de pas. Bon, nous, on n'est pas trop connus non plus, donc comme on n'a pas de série shonen, on n'a pas de maniaques qui veulent être plus royalistes que le roi, plus japonais que les japonais, plus. Non, je pense pas. Le shonen, c'est pas vraiment mon. Enfin, on sait jamais, hein, pourquoi pas. Hein. Après, j'ai une entreprise, elle est là pour croître. Le prochain Fairy Tail chez Au Lézard Noir. Pourquoi pas, ça
Ça dépend, ce sera peut-être pas moi l'éditeur forcément de ce titre-là. On sait que tu cherches à récupérer Hiro Mashima. Mais bon, non, moi j'essaye de pas trop y faire attention, en tout cas de pas rentrer dans les débats. J'aime pas qu'on m'interpelle en fait. D'accord. Je comprends pas les gens qui disent les arts noirs, sur le bouquin. Non, d'abord on me contacte, on me dit bonjour. Il y a un minimum de bienséance à petit peu de avoir. politesse. Et s'il y a un problème avec un titre ou un envoi, machin, je dis passez en privé, demandez-moi d'abord pourquoi en parler à la terre entière. Et si on se croisait dans la rue, il me dirait pas les arts noirs, machin. Donc bon. Oui, les Donc, réseaux sociaux peuvent, j'essaye de pas. Je suis d'une autre génération, donc j'ai pas envie de tomber dans ce travers-là. bien Et sûr. est-ce que c'est pas dû aussi à la manière dont là pour le coup les gros entre guillemets les gros éditeurs gèrent leur communauté, où on voit bien que, alors même s'il y a une amélioration ces dernières années, pendant longtemps ça a été une espèce de blackout où les demandes du public, ou en tout cas les questions qui étaient posées, étaient littéralement mises de côté. Donc ils ont Parce l'impression qu'il y avait maintenant des- qu'il faut systématiquement interpeller, voire même agresser, on peut dire, pour avoir l'impression d'être entendu. Ben oui, mais en même temps, il y a des éditeurs qui font des erreurs quant à leur fabrication ou un manque de respect du lecteur. Et après, le community manager, c'est pas forcément s'y prendre. Il a peut-être pas les codes exacts. Donc c'est pour ça que moi, comme d'autres éditeurs plus petits, plus modestes, je préfère répondre moi-même. Le lézard noir, c'est moi, jusqu'à preuve du contraire. Donc je vais pas déléguer ma communication aujourd'hui à quelqu'un d'autre. Enfin, sur des spots, des gifs animés, des machins, des trucs, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est moi qui mets le poste et le... Et l'assume jusqu'au bout. Oui, quelque part. Après, j'essaye de pas rentrer dans des débats à n'en plus finir. Voilà, c'est une entreprise, je rentre pas dans des débats de société, de trucs comme ça. C'est Parce pas mon que- propos, quoi. C'est vrai qu'à partir du moment où comme tu disais, tu as une proposition qui s'étoffe en termes de justement sur les critiques sociales ou ce genre de choses, en tant que public, en tant que lecteur, on peut être tenté de justement d'avoir D'interpeller l'éditeur. Par d'interpeller exemple, l'éditeur. Toi, je sais que tu m'as interpellé quelques fois. Genre, Non, incandescence, le rapport entre la fille et le Yakuza me choque à cause de la différence d'âge. Bon, ok. Mais ça, moi, c'est- qu'est-ce que j'y peux? Moi, c'est un problème. C'est ton problème. C'est mon problème. Voilà. Tout à fait. Si une différence d'âge entre un vieux Yakuza et une jeune vendeuse de trucs te choque, j'y peux rien. Moi. C'est à toi de régler ce problème avec toi-même, mais je peux pas tenter de t'expliquer ou d'essayer. C'était davantage le. J'ai eu des fois des gens qui m'ont dit tiens, telle nouvelle de Shinzo Kego dans tel recueil me choque à cause de la différence d'âge entre les protagonistes. Oui, mais il n'y a rien d'apologétique dedans. Maruo, c'est pareil, des gens peuvent être choqués, mais il n'y a rien d'apologétique dedans. Donc oui, je suis interpellé. Il arrive de dire, toi, l'autre jour, tu as acheté un titre chez moi, tu t'es dit, j'ai l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule. Je dis oui, quelque part, mais quelque part, oui, on s'est un peu foutu de ta gueule. Donc, Mais c'était l'auteur qui voulait ça. Donc on l'accepte, in fine. Mais c'est bon, ça c'est toujours gentil, bienveillante, et ça n'a rien à voir avec... nous, on n'a pas d'attaque vraiment frontale. Mais je vois sur certains traducteurs, des fois sur Twitter, c'est assez sanglant. Et des fois, j'admets que c'est mérité, parce qu'on se dit, mais comment l'autre jour, c'était une histoire de bubble tea qui avait été traduit en thé aux bulles. Là, c'est vraiment. Mais après, C'est en pas même faire temps, beaucoup d'efforts, là. Ça reste, oui, mais en même temps, ça reste humain. Le traducteur, c'est un métier où la personne est seule face à son ordinateur et son livre toute la journée. Et on a besoin de recul des fois. Et une erreur d'inattention sur des milliers de pages, ça peut se faire. Et il y a Donc, des fois où c'est effectivement on est dans le truc et on réalise pas, on réagit, on n'a pas la réaction. Je dis toujours, ça m'est arrivé, alors avant les réseaux sociaux, parce que je suis très peu sur les réseaux sociaux. Donc Twitter, j'ai un compte, mais j'ai jamais publié quoi que ce soit, donc ça me permet juste de suivre des gens, éventuellement. Et j'ai tendance à dire, dans les traductions que j'ai pu rendre, il peut y avoir des fautes d'orthographe, il peut y avoir des choses comme ça. Il y en a qui ont été publiées alors qu'il y avait une relecture derrière et ça n'a pas été vu ni par moi ni par le correcteur. Et ça m'est arrivé effectivement de me faire alpaguer par des gens qui disaient « Ah ouais, mais quand même, tes traductions, il y a des fautes d'orthographe. » Oui,
ça m'arrive. Quand je disais tout à l'heure, quand je suis à la deuxième ou la troisième relecture, je suis comme tout le monde, je lis, et puis en fait, ça devient une lecture mécanique. Et j'ai en tête, entre autres, un vous voulez, où le vous voulez, c'est AIT à la fin. J'ai pas lu l'orthographe, j'ai lu le son, et ça passait, c'était le son que je voulais. Et je suis passé dessus et je l'ai pas vu. Le problème, c'est aussi la surproduction. Il y a une telle surproduction qu'un traducteur va faire peut-être une quarantaine de mangas ou 50 mangas. Je vois certains font combien de titres j'ai maquetté. On n'a pas parlé de ce métier de l'ombre non plus. Le maquettiste, l'adaptateur, combien de livres j'ai maquetté, combien de livres j'ai traduit dans l'année. Évidemment, on peut pas, si on traduit un manga en 2 jours, après on passe à un autre, il passe autant de temps que si on était 4 jours sur son manga, puis on y revient un mois après pour voir si on l'aurait écrit comme ça. On est dans un cycle industriel qui va très très vite, il faut se dépêcher et même si nous on est 2, 3, 4 à relire, la coquille peut passer parce que on l'a regardé sur écran, notre imprimante c'est autre chose, quand on reçoit le bon à tirer de l'imprimeur, on ne le lit pas différemment, une fois que c'est imprimé, on l'ouvre, le premier truc sur lequel on tombe c'est la faute. Et on se dit merde. Alors au début, quand on est deeper au début, on se dit on le voit comme le nez au milieu de la figure, donc on n'endort pas. Et puis après, on se dit, ça sera corrigé à la prochaine édition. Et puis voilà, quoi. Et puis après, tu vas regarder des vidéos TikTok et tu te rends compte que l'orthographe est venu très vrai. secondaire, Alors, éventuellement. Donc raison de plus pour ne pas ouvrir TikTok que je n'ai jamais ouvert. Ouais. Quand tout le monde me dit, faut être sur TikTok, faut faire TikTok. Non, c'est pas obligatoire. J'imagine. Nico, tu voulais qu'on termine sur un focus sur Shinzo et Higashimura. Tout à fait. Là, j'avoue, je prêche un peu pour ma paroisse, entre guillemets, parce que c'est vrai que ce sont 2 auteurs que j'ai découvert. Keigo Shinzo chez Les Lézard Noirs et redécouvert Akiko Higashimura via Tokyo Tareba Girls et le Tigre des Neiges. Alors là, on est sur Minetaro Mochizuki, Yoraobe. Et là, nous avons Queen Akiko, qui donc a eu Fauve jeune adulte pour le Tigre des Neiges. Est-ce que tu peux nous parler de ce personnage qu'est Akiko Higashimura ? Et moi en fait j'ai signé avant tout le personnage parce que je la trouvais vraiment trop badass, aussi bien avec ses Adidas que quand elle porte le kimono, et je me suis dit cette fille elle a un truc à dire et on s'est pas trompé. Ça fait partie des autrices très connues qui nous ont permis de rentrer aussi, de nous faire repérer d'un autre lectorat. Puisque sa série n'avait pas été signée Le Tigre des Neiges, et visiblement les éditeurs qui l'avaient publié avant n'étaient pas intéressés parce que les mangas de guerre ne marchaient pas en France, soi-disant. Donc moi j'étais ravi de la récupérer et de pouvoir faire Talaleba dans la foulée. Malheureusement, comme on l'a fait un peu plus connaître qu'elle ne l'était avant, puisqu'elle était passée pas sous les radars, mais il y avait Princess Jellyfish qui était sorti chez Delcourt. Mais manga féminin, je pense que ça intéressait pas vraiment les éditeurs. Moi je suis assez friand de Josei en fait. J'aime bien les histoires d'émancipation féminine, de femmes dans la trentaine qui s'émancipent justement, qui sortent des carcans sociaux. Et donc Higashimura, c'est quand même son propos majeur à travers ces histoires de trentenaires un peu en remise en question dans leur existence. Voilà, moi je suis ravi de l'avoir au catalogue. Je suis très déçu de ne pas avoir les derniers parce qu'on n'a pas pu faire de compétition équitable sur le marché, mais parce que c'est Gourmet Détective qui est a été revenu sorti chez Delcourt, ce qui est quand même Delcourt. assez... Bon. Moi je trouve ça indélicat, mais dans la chaîne du livre. Bon, j'ai pas envie de rentrer trop dans le débat, mais on est sur une économie qui est un petit peu fragile. Des auteurs comme Higashimura ou Keigo, nous, ça nous permet d'exister pendant 1 an ou 2 ans dans cet écosystème. Et je me dis, quand on est un gros éditeur qu'on a laissé passer de tels auteurs, on prend son bâton de pèlerin où on va essayer de fouiller faire des efforts. Faire un peu d'efforts. Donc moi je refuse à être la R&D d'autres éditeurs. Un jour un très très gros éditeur est venu nous voir à Angoulême, nous les éditeurs alternatifs, ceux qui sont à côté dans la bulle New York, et cet éditeur qui était intéressé par rentrer en participation ou nous racheter me dit mais vous êtes un peu la R&D de nos maisons d'édition. Mais oui mais non moi je suis pas la R&D. Donc moi ces auteurs-là, si j'ai aidé à contribuer à les faire, j'ai envie de les garder. Au même titre que Akata, quand il fait découvrir une autrice, ça me paraît légitime, sauf s'il ne veut pas continuer à l'éditer, qu'il puisse faire ce catalogue, cette autrice ou cet auteur.
Donc je suis assez attaché au catalogue d'auteurs. Donc là, il y a eu débat sur le dernier Shinzo Keigo, et j'ai assez mal pris qu'un éditeur effectivement fasse une offre un peu démesurée pour essayer Pour de l'emmener Hiraya- sous Hiraya son Sumi. pavillon, ouais, sur Hirayasumi. Parce que j'ai envie de profiter aussi du fait que Keigo, personne ne l'avait repéré, on l'a aidé à monter, on l'a invité à Angoulême, on tapisse le boulot et de se faire piquer l'auteur quand il... Alors évidemment, l'auteur n'appartient à personne et qu'au Japon, ça passe d'une maison à l'autre, mais pour l'écosystème, je trouverais ça plutôt classe. Alors c'est pas tous les éditeurs. Je sais que Christelle Oulance de Cana, par exemple, ça rentre pas dans son logiciel. Elle va pas essayer de piquer les auteurs des autres. Ahmed de Kiyun, c'est la même chose. D'autres éditeurs, effectivement, sont un peu plus sans foi ni loi. Monsieur, surtout que ces éditeurs sans foi ni loi sont les premiers à pester quand un éditeur de leur catalogue part chez quelqu'un d'autre. Donc Ils sont trop habitués au système des enchères, en fait. Mais après, comment ce sont des auteurs, c'est vrai qu'à un moment donné, j'imagine que pécuniairement, ça commence à devenir difficile quand les enchères montent très fort. On a vu Akata, qui a été longtemps un éditeur indépendant et qui maintenant a le soutien d'un grand groupe, dont je ne sais plus. Est-ce que c'est quelque chose que toi, de ton côté, un jour tu l'envisages ou La participation d'un groupe Oui. Ah bon, on l'a déjà envisagé, bien sûr, ouais. Ouais, bien sûr, pour pouvoir être en compétition avec les plus gros. Alors après, c'est aussi une aventure personnelle. Nous, on est dans une entreprise familiale. Je travaille avec mon épouse qui est japonaise, avec des gens autour de moi sont aussi quelque part mes salariés, mais des amis. Donc on est un peu dans un safe space. Et la question se pose toujours de se dire si on fait une entrée en participation pour grossir et pour justement être au niveau des autres compétiteurs, quelle est la part qu'on va perdre de notre ADN? Mais tout le monde finit par vendre. Je vois, bon, vous connaissez peut-être pas la marque APC, Jean Twitou, j'ai vu qu'il venait de vendre à un des plus gros groupes cette semaine. Et pourtant, c'était une entreprise familiale, mais à un moment donné, le seuil critique fait que est-ce qu'on peut rester indépendant comme le sont Cornelius, IMHO et d'autres, ou est-ce qu'il faut... Donc ça, après, ce sont aussi des orientations stratégiques qui sont lourdes de conséquences et qui méritent de prendre du temps pour y réfléchir. C'est une question qui s'est posée chez Pika à l'époque, hein, quand Pika a décidé effectivement de grossir. Il se pose ce genre de questions, Pika. Alors Pika, au départ, il faut savoir que Pika, au départ, c'est une entreprise privée, donc qui appartenait pas du tout indépendante. Hein. Et un jour, ils ont commencé à grossir tellement qu'ils se sont dit, tout seul, on ne peut pas continuer. Et c'est là où ils ont décidé de racheter, non pas de racheter Hachette, mais ça aurait été trop beau. Mais ça s'est fait dans l'autre sens. Hachette est rentré en participation très majoritaire chez Pika, et c'est comme ça que Pika est devenu une des marques du catalogue Hachette par la suite. De la même manière que Mangetsu appartenait à Brajlon, Brajlon vendu à Hachette, Mangetsu appartient à Hachette. Et que nous, on est chez Hachette en tant que distribué, à côté de Pika et de Mangetsu, mais on n'est pas, il n'y a pas de participation d'Hachette dans notre... Et c'est parfois, justement, ces annonces, elles sont vues par le grand public. On voit ça, mais on se rend... Comme un reniement, peut-être? Ouais, moi je vois par exemple le catalogue Vega, qui était un catalogue vraiment seinen, plutôt de qualité, qui était vraiment dans une recherche de propositions un petit peu plus pointues, tout en restant un peu mainstream. Ça a été racheté par Dupuis. On voit ce que ça donne, quoi. C'est le même directeur éditorial, donc là, il faudrait voir quelle est l'opinion de Stéphane Ferrand sur la transformation de son catalogue. Est-ce qu'avant, il ne faisait pas ces titres-là parce que chez le précédent éditeur, il n'avait pas les moyens de le faire, et qu'aujourd'hui, il a les moyens de faire ce qu'il avait envie de faire avant, et qu'avant, il faisait des titres... En plus, il se lançait au début. Même s'il était connu, Stéphane, il se relançait, donc il faut remontrer patte blanche. On ne peut pas commencer d'entrée de jeu à faire la série qu'on veut au Japon. Et en plus, la maison d'édition parfaite n'existe pas. On ne peut pas avoir que les titres qu'on aurait voulu faire. Il faut le dire à Monsieur Delcourt, ça. Parce que il paraît que... Pardon. Pour en revenir sur la traduction, parce que forcément tu vois passer un nombre de bouquins éventuellement très conséquent. À quel moment tu sais que le bouquin que tu as entre les mains,
ça va être un titre absolument formidable. Et est-ce que derrière, ton travail s'en voit éventuellement chamboulé ou tu vas donner un soin particulier est-ce que, Alors là, quand on me confie une traduction, je commence déjà par lire le livre pour avoir une idée de ce qu'il y a dedans. C'est généralement, alors ma première impression, c'est par rapport à est-ce que j'accroche ou pas déjà sur le bouquin pour voir. Après, je me suis jamais lancé sur une traduction en me disant ça va être un carton, je vais avoir une pression d'enfer. Alors ça, au début, je l'ai fait, mais c'était pour le coup pas du manga, c'était un jeu vidéo. C'était Final Fantasy IX. Où petite pression parce que, alors déjà, il y a la pression à l'époque Squaresoft, parce que voilà, c'est le titre phare de la maison. Il y a la pression parce que c'est le titre phare d'un des plus gros éditeurs de jeux vidéo du moment, qu'il est attendu par les passionnés, par les gamers français. À l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, mais je sais que je vais m'en prendre plein la tête en tant que traducteur parce que j'aurais pas traduit ce qu'il faut comme il faut, où il faut. À l'époque, j'étais peut-être moins sûr de moi, donc j'ai un peu fini en burn-out, je reconnais. Et du coup, par la suite, ça m'a aussi aidé à prendre beaucoup de recul par rapport aux critiques. Et à me dire que bon, bah, ce que j'ai traduit, comme je l'ai traduit, ça ne plaît pas, ok, bah tant pis pour lui. J'ai peut-être fait une erreur. Alors j'ai fait une erreur, oui, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, non, bah tant pis pour lui. Voilà. Après, sur une série comme Fairy Tail, parce que c'est la dernière grosse série sur laquelle j'ai travaillé, c'est vrai qu'au début, bah, j'ai pris ça comme un shonen standard. Et quand on a vu l'ampleur que ça prenait, quand j'ai vu l'ampleur que ça prenait, je me suis dit mais c'est n'importe quoi. Après, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler dessus, en me disant bon voilà, il y a quand même quelque chose derrière. C'est vrai que je suis beaucoup plus réticent par rapport aux séries que Mashima a pu sortir derrière, où j'ai un peu la sensation que ah bah tiens ça a marché donc. Voilà, je vais changer la couleur de cheveux du héros, je vais le faire valoir, il va devenir le héros et le héros va devenir le faire valoir. Mais c'est plutôt c'est souvent à la lecture que je me dis ce titre-là, il peut faire quelque chose. Mais je me le dis aussi parce que ça me parle. Alors pour le coup, j'ai pas travaillé sur la traduction. Mais One Piece, j'étais au Japon quand la série a commencé. Et j'ai lu les 4 premiers tomes. Et à la fin du 4e, j'ai dit c'est chiant, c'est toujours le même scénario. Ça m'intéresse pas. Et j'ai laissé la série de côté. Et voilà, donc peut-être qu'en tant qu'éditeur, je serais peut-être pas au point, parce que pour le coup, One Piece, je serais peut-être passé à côté, ouais, totalement. Très bien. Les lecteurs sont arc-boutés sur certains choix de traduction. Je vois en ce moment des débats sur la francisation de certains noms. Et moi, ça ne me dérange pas en fait. Alors bon, c'est pas du manga, mais les Moumines. Un des personnages principaux s'appelle Snufkin. Et les traducteurs français avaient trouvé le nom de Rona Clérican, que je trouve assez poétique. Et je me dis pourquoi se priver d'un nom poétique comme ça plutôt que d'avoir ce nom qui est un mélange de suédophone mélangé à de l'anglais. Enfin, moi franchement, ça me dérange pas du tout. Évidemment, on va pas appeler les personnages Pierre s'ils s'appellent Akira ou machin, mais pour d'autres, c'est. Je voyais les débats sur comment on appelle les armes ou les jets de rayons de rétrofulgure ou machin dans je sais plus quel manga. Il y a tout le débat aussi qu'il y a eu par rapport à Dragon Quest aussi, où les ayants droit ont demandé à ce qu'on reprenne strictement les mêmes termes. Alors, il y a deux choses par rapport à la francisation. Effectivement, on voit un auteur comme Takahashi Rumiko. Il y a plein de jeux de mots dans ces noms de personnages. Tous les noms de personnages, il y a un jeu de mots. Et du coup, c'est vrai que
Moi, j'ai travaillé sur la série Rinné. Et on a envie, en tant que traducteur, de se dire je vais essayer de faire passer le jeu de mots qu'il y a dans le nom du personnage. Mais on sait aussi que si on fait ça, on va se faire allumer par le public parce que pourquoi est-ce qu'on a francisé le nom? Donc au final, les éditeurs ont fait le choix de garder les noms japonais. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, tout à l'heure, je parlais de Final Fantasy IX. Je me souviens qu'à l'époque, quand le jeu est sorti au Japon, on avait un des personnages qui s'appelait Zidane. Et la presse spécialisée avait dit non mais c'est n'importe quoi. C'était très marrant parce qu'il y avait des articles qui disaient c'est n'importe quoi, on espère qu'ils garderont surtout pas ça en français. Et quand on a travaillé sur la traduction française avec le collègue avec qui j'étais à l'époque, on a dit on va passer à Zidane. Et ceux qui avaient dit on espère qu'ils garderont pas le nom ont sorti des articles en disant c'est n'importe quoi ce nom dans la version française, pourquoi ils n'ont pas gardé le nom d'origine? Alors je peux le révéler parce que je pense qu'il y a prescription, mais on n'a pas gardé le nom d'origine parce qu'à l'époque la question se posait de savoir si Zidane avait déposé son nom ou pas. Déjà. Et qu'on ne voulait pas prendre le risque ni pour nous ni pour Squaresoft, qui pour le coup a plus de moyens que nous éventuellement pour se défendre. D'un procès de la part de Zidane qui dirait non, moi le jeu vidéo j'aime pas ça, je veux pas que mon nom soit associé à votre truc. Donc c'est vrai que c'est un problème de francisation. Je me souviens d'une mini-série de Kea Samiya où il y avait un personnage qui était Steam Detective, Steampunk Detective ou Steam Detective, je sais plus. Et le traducteur avait fait le choix il trouvait que la relation entre le héros et son majordome ressemblait beaucoup à celle de Bruce Wayne avec Alfred. Et du coup, il avait pris le choix de renommer le majordome Alfred. Et alors la série n'a pas eu un grand succès en France, mais les quelques fans qui l'ont lu ont hurlé parce que pourquoi est-ce que le nom du majordome a changé? Alors que le truc en même temps était clairement aussi un hommage aux comics américains. Surtout qu'il y a Samiya qui a beaucoup bossé avec les Américains par ailleurs, donc je pense que c'était vraiment un hommage voulu, quoi. Voilà, donc ça pouvait tout à fait passer, mais ça... Et après, les éditeurs, effectivement, disent non, les fans ne veulent pas acheter le bouquin parce que tu as francisé le nom, donc on le francise plus. Le choix du titre aussi, c'est pareil. Est-ce qu'on garde Shisakobe? Est-ce qu'on trouve quelque chose? Est-ce qu'on prend Hirayasumi? Est-ce qu'on essaye de trouver... on va pas appeler le titre Maison de plein pied? Donc, est-ce que Après, c'est Stéphane Plaza qui viendrait t'embêter. Oui, effectivement, on aurait pu faire ça sponsorisé par Stéphane Plaza. Des questions qui ne trouveront peut-être pas de réponse, en tout cas pas aujourd'hui. D'ailleurs, on va conclure de toute façon. Juste passer un petit micro si des personnes éventuellement veulent poser des questions. On va faire passer le micro. J'y vais. Tu vas? Je prends le tien. Ouais, vas-y. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Bonjour Sandrine, on n'en a pas forcément parlé, mais comment vous positionnez par rapport à l'édition numérique et aux plateformes, à l'auto-édition, etc. Le numérique pour moi c'est encore de la recherche et développement. La France en fait a une loi langue qui impose un prix fixe du livre, donc il n'y a pas une compétition entre les librairies et cette protection fait aussi que la différence entre le prix du livre numérique et du prix papier n'est pas très grande et que les gens achètent encore en France du livre en papier. Je pense que la partie de vente numérique est trop faible en ce moment en tout cas pour nous, pour se lancer dedans. Donc j'ai pas de... Ça sera un relais de croissance plus tard, mais ça reste quand même à la marge. Moi, en tant que traducteur, par rapport aux plateformes et à l'auto-édition, j'ai pas d'avis particulier. Au niveau de ce qui est de la vente du numérique, je vais être un peu terre à terre, mais au niveau de ce que je peux toucher en droit d'auteur, pour l'instant, le numérique, c'est grosso modo 2 € par an.
Donc c'est pas forcément... quand il y a quelque chose, c'est de l'ordre de 2-3 euros par an. Donc, effectivement, c'est pas encore... Alors après, peut-être que ça s'imposera. Il suffit qu'on trouve plus qu'il y ait une maladie dans les arbres et donc on fasse plus de papier. Et donc la transformation numérique s'imposera d'elle-même. Quant à l'auto-édition, c'est aussi tout le monde ne peut pas faire de l'auto-édition. Il faut déjà être un peu connu pour faire de l'auto-édition. Pas forcément facile, en effet. Mm. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une autre question? Personne. On a des timides dans le public. Très bien. Et ben donc, je pense que on a dit beaucoup de choses. L'ami Phil, tu es d'accord avec moi? Je suis entièrement d'accord avec toi, Nico. Merci. Très bien. Alors, est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour les personnes du festival par rapport à Normandie ou Merci à la Normandie, merci Summer Geek pour cette invitation. Et vous pouvez nous retrouver, on a un stand pendant 2 jours là avec certains des titres dont on a parlé. Avec Keigo Shinzo et toutes les œuvres de Akiko Higashimura qu'on vous invite véritablement à découvrir sur dans les propositions du Lézard Noir. Vous allez passer d'excellents moments de lecture, c'est garanti. Et d'un autre côté, Vincent. Moi, je voulais remercier aussi pour l'invitation, parce que c'est vrai qu'on c'est pas souvent qu'on invite des traducteurs sur des salons. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci, c'était important pour nous vraiment de mettre en avant les métiers de l'ombre, qui j'espère vous auront permis d'en savoir un petit peu plus sur ce qu'il y a derrière tous ces pages en noir et blanc que vous appréciez tant. Merci encore Merci à tous les deux. Merci à Phil pour avoir servi comme d'habitude. Et puis on se retrouve donc tout à l'heure pour d'autres animations. Et à partir de midi, on se retrouve avec le quiz du président. Donc moi-même. Ça fait toujours bizarre de l'annoncer comme ça. Mais un quiz qui sera uniquement sur le manga papier. Parce que l'animation japonaise et le cinéma, ça sera pour demain. Voilà. Donc on vous attend nombreux. Il y a plein de lots à gagner. Voilà, vous allez passer un très bon moment, j'en suis certain. Merci encore.